Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ouvre mon micro aujourd'hui à Paul-Antoine Martin, ancien cadre d'une très grande institution qui est connue pour avoir notamment critiqué les hauts fonctionnaires avec le livre Le clan des seigneurs, c'était il y a quelques années. Et vous publiez donc cette année Le temps des pervers, dans lequel vous montrez une histoire de harcèlement, surtout avec le haut manager Ursi, notamment sur la personne de Coulanges. On va pouvoir parler de tous ces sujets aujourd'hui, mais d'abord, on va prendre des nouvelles de notre invité, puisque le burn-out, c'est douloureux. Pour l'avoir rencontré il y a quelques années, il faut se rendre compte de ce que c'est quand quelqu'un est vraiment détruit de l'intérieur, puisque on a besoin de prendre des pauses souvent, on met du temps, le corps et l'esprit mettent du temps à récupérer. On va aussi en parler, et on parlera de à quel point le système aujourd'hui, autant éducatif que le monde du travail, sont responsables en fait de ces situations aujourd'hui. Bonjour Paul-Antoine Martin, comment allez-vous ? Bonjour Romain, ça va, mais vous voyez, je fais une interview avec vous, je ne pourrais pas en faire deux dans la journée. Donc ça, c'est une première réponse en fait à la question que vous posiez dans votre introduction. Le burn-out, alors on en parle un peu à tort et à travers. Aujourd'hui, c'est un mot qui est galvaudé. Il y a des médecins qui signent des arrêts de travail avec d'une semaine avec burn-out écrit dessus. Un burn-out, c'est beaucoup plus grave que ça. C'est pas une petite fatigue passagère. C'est une destruction intérieure, un effondrement intérieur qui impacte l'individu, la victime, physiquement, psychiquement, émotionnellement. C'est la victime est brutalement en fait ravagée de l'intérieur. Extérieurement, ça se voit pas. Vous avez l'impression que je suis en pleine forme. Je suis comme ça depuis le lendemain de mon burn-out. Je donne l'impression effectivement extérieurement d'être en forme. Reste qu'aujourd'hui, j'ai à peu près 10% de l'énergie que j'avais avant. C'est-à-dire que j'ai grossièrement 2 heures de capital d'énergie pour faire soit une activité intellectuelle, soit une petite activité physique. Petite activité physique. La course à pied, c'est plus possible. La marche en montagne, c'est plus possible. Parce que le burn-out, c'est, comme le nom l'indique, on est calciné en fait de l'intérieur. C'est brutal. Et ça vient attaquer la capacité à régénérer son énergie vitale. Vous voyez, quand on n'a jamais été soumis à ça, au pire, de temps en temps, on est un peu fatigué, quand on fait beaucoup d'efforts. Mais la fatigue, on sait que ça va passer et on sait que le lendemain, on aura récupéré après une bonne nuit. Le burn-out, c'est pas la fatigue que ça produit, c'est de l'épuisement. C'est-à-dire que l'épuisement, c'est très au-delà de la fatigue. L'épuisement vient toucher toute la personne. Quand vous êtes fatigué, vous pouvez regarder un film à la télé, vous pouvez réfléchir, etc. Là, quand vous êtes épuisé, vous ne pouvez plus rien faire. Vous ne pouvez plus réfléchir, vous ne pouvez même pas regarder une vidéo, vous voyez. C'est trop fatigant pour le cerveau. Il n'a plus d'énergie pour fonctionner. Et imaginez, on fait une interview ensemble qui dure 2 heures. Au bout de 2 heures, vous verrez que je n'arriverai peut-être ou probablement plus à articuler. Plus à articuler mes idées, que je vais commencer à être très flou dans ce que je dis, à dire un mot pour un autre. Le cerveau se fatigue de plus en plus, très vite, et à un moment donné, il ne fonctionne plus. Les idées ne s'articulent plus à ce moment-là dans mon cerveau. Il est épuisé. Et là, je peux vraiment plus rien faire. Qu'est-ce qui, au niveau médical, est-ce que les médecins vous ont dit ce qui fait justement ce manque d'énergie, d'où ça vient ? Qu'est-ce qui est brisé Alors, il n'y a pas d'explication aujourd'hui scientifique comme on pourrait expliquer une grippe ou comme on pourrait expliquer comment on va rattraper un bras cassé, par exemple. Non, on parle de dépression. Alors, le terme, c'est syndrome d'épuisement professionnel. Le burn-out, c'est professionnel, aujourd'hui en tout cas. C'est professionnel et le symptôme majeur, le plus visible en tout cas, c'est l'épuisement. Voilà.
Alors, ça se soigne comme une dépression aujourd'hui, hein, donc par des antidépresseurs. Mais ça marche plus ou moins. Hein. Moi, ça fait 5 ans. Et aujourd'hui, je ne peux pas conduire plus de 40 minutes, vous voyez, parce qu'au bout des 40 minutes, je perds l'énergie qu'il me faut pour être concentré. Je ne peux pas discuter comme on le fait plus de 2 heures, c'est pas possible. Voilà, donc, et puis tout un tas d'autres choses. Je ne peux pas faire une activité physique qui m'imposerait en fait des efforts ponctuels soutenus. Parce qu'à ce moment-là, toute mon énergie est siphonnée d'un coup. Voilà, le burn-out, le vrai burn-out, c'est ça. Donc au final, eh bien aujourd'hui, je suis considéré comme un invalide. J'étais cadre dirigeant auparavant et je ne peux plus retravailler. Voilà, je suis considéré comme invalide de niveau 2 ou 3, je ne sais plus comment on dit. Et donc je ne peux plus travailler. C'est fascinant parce qu'aujourd'hui, juste avant de parler de ce monde des hauts fonctionnaires et de ce monde du travail, justement sur le monde du travail, il y a beaucoup de stigmatisation où on dit d'où ça vient le burn-out, avant les gens travaillaient et puis ils se plaignaient pas. Aujourd'hui, finalement, il y a une forme de discrimination sur des gens qui peuvent vivre ça, alors que vous, je ne vous connaissais pas dans le travail, mais on a parlé un petit peu, vous, visiblement vous avez fait les grandes écoles, vous êtes quand même quelqu'un de travailleur a priori, et en fait vous montrez dans le livre que c'est parce qu'il y a un monde du travail qui accentue sur aussi des pressions psychologiques, des pressions d'objectifs, qu'on en vient aussi à ces situations. Quel est votre regard à vous ? Alors, effectivement, il y a... Alors, le burn-out, c'est la maladie du siècle aujourd'hui. Parce que... alors, c'est une maladie qui est plutôt invisibilisée. On n'en parle pas. Elle n'est pas reconnue comme maladie professionnelle. Or, les psychiatres font un lien direct avec le monde du travail. Le burn-out est issu du monde du travail. Donc, il y a tout un combat autour de la reconnaissance en maladie professionnelle. J'ai réussi à faire reconnaître le burn-out que j'ai subi en maladie professionnelle. Donc déjà, le premier point, c'est qu'effectivement, c'est invisibilisé. Pourquoi ? Parce que si c'était reconnu en maladie professionnelle, ça coûterait à l'ensemble des entreprises, à l'ensemble des entreprises et on va dire, du monde professionnel, des sommes absolument considérables, entre 15 et 30 milliards d'euros par an. Voilà. Donc, on va effectivement pouvoir stigmatiser. Moi, je raconte dans mon livre, à un moment donné, que le DRH de l'établissement où j'étais, pour justement stigmatiser, parce que lui, il était DRH, donc normalement, il aurait dû être au fait de ce genre de connaissances. Pour stigmatiser entre guillemets, les fainéants, il portait de temps en temps un t-shirt avec un dessin de Reiser dessus, Burn Out. Vous voyez le personnage de gros dégueulasse, hein, c'est Reiser, et c'était Burn Out. Donc ça le faisait bien rire, jusqu'au jour où sa femme a été victime d'un burn-out. Et là, il a commencé à comprendre. Donc, il y a effectivement, dans le monde du travail, alors, il y a une dépréciation de ce qu'est le burn-out, parce que c'est pas comme une jambe cassée. La jambe cassée, ça se voit. Le burn-out, la personne qui en est victime, ça se voit pas. Vous voyez, moi, ça se voit pas. Même pour l'entourage, vous dites l'entourage ne voit pas ce qui est cassé à l'intérieur. Même l'entourage ne le voit pas. Et ça, c'est le premier drame, en fait. Quand l'entourage ne le voit pas et ne peut pas soutenir, parce qu'il ne comprend pas. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le monde du travail ? Le burn-out ne vient pas frapper les feignants. Au contraire. Le burn-out vient frapper les gens qui sont investis, les gens qui cherchent du sens dans le travail, les gens qui vont vouloir atteindre leurs objectifs, les gens qui se donnent. Donc, bilan, dans le monde du travail, le burn-out, en résumé, hein, il frappe les meilleurs. Il frappe ceux que l'entreprise aurait le plus intérêt à choyer. Et pourquoi pourquoi le burn-out frappe ces gens-là ? C'est parce que ces gens-là ont en eux finalement une fragilité par rapport à la violence psychologique du monde du travail. Et cette fragilité, c'est d'avoir des principes, d'avoir des convictions personnelles, des valeurs. Un manipulateur, un menteur, n'aura jamais un burn-out. Parce que lui, il n'a pas de principe, il est capable
de toutes les compromissions. Il n'a pas de colonne vertébrale, il ne se cassera pas. Le burn-out, c'est une brisure, en fait, de l'intériorité de la personne. Est-ce que vous voulez dire que, par exemple, le travailleur consciencieux, il y a des éléments qui vont le faire bondir et finalement, il va bondir tous les jours et ça va le blesser? Il est beaucoup plus soumis au stress intérieur, effectivement, que 1, le fainéant, 2, le menteur, 3, le super carriériste prêt à tout. Hein. Cela ne risque rien. Et donc, quand ils ne sont pas émotionnellement affectés. Ils ne seront pas émotionnellement affectés par le vice, par la perversité qu'il peut y avoir effectivement dans le monde du travail. C'est pour ça que je parle de pervers et de perversité qui a envahi notre monde et qui fait que ceux qui sont les plus enclins à vouloir être honnêtes, intègres, etc., vont le plus souffrir de ça. Si en plus ils sont soumis à un stress intense, comme du harcèlement, et comme ils perdent progressivement le sens qu'ils viennent chercher au travail, il y a un moment donné où le cerveau souffre tellement, mais tellement, donc il produit beaucoup de cortisol parce que le stress en fait monte dans la personne, et à un moment donné, le cerveau se déconnecte. Il lâche tout. Par mesure de sécurité, sinon derrière le burn-out, ça serait la mort. Il déconnecte complètement, et c'est ça que l'on vit. Moi, je me suis réveillé un matin, j'avais pour que la caméra le voie, hein, la seule chose que je pouvais faire à mon réveil, c'était de lever le doigt, l'index. Je ne pouvais pas faire plus, j'avais plus d'énergie. J'avais même pas l'énergie pour avoir une émotion. Le corps ne répondait plus, quoi. J'étais comme enfermé dans mon corps. Et je savais que j'étais pas paralysé parce que je sentais mes membres, mais je n'avais absolument pas les moyens, énergie à l'intérieur de moi, d'en mouvoir un. Donc je ne pouvais plus rien faire. Alors aujourd'hui, ça s'est un peu amélioré par rapport à ça. Mais comme je vous dis, j'ai 2 heures en fait d'autonomie, donc j'ai une énergie très faible. Voilà. Alors c'est passionnant comme sujet et on va renvoyer vers d'autres entretiens où vous avez vraiment étayé votre propos sur le burn-out. J'aimerais qu'on revienne sur le monde d'aujourd'hui. Dans le livre, on va lire quelques passages tout à l'heure. Quel est votre regard justement sur le monde du travail? Comment on en vient à ça et autant à ça, à ce qui est autant de harcèlement aujourd'hui? Beaucoup de personnes nous disent, mais dans notre entourage, on a des gens qui sont face à un management où c'est du grand n'importe quoi, où on essaie de diviser au lieu de régner. J'ai des cas proche de moi où il y a des personnes, tout va bien dans la boîte, les travailleurs sont soudés, ils ont du sens dans le travail, et il y a un manager qui arrive et qui met n'importe quoi. Il y en a d'autres qui ont des gros problèmes de communication, quand ils essaient de faire des conférences, de mettre des ateliers, des séminaires, des choses qui ont du sens. Voilà, je vois que ça vous parle. En quoi, jusqu'à quel degré le système est responsable de ce qu'on vit aujourd'hui? Le système où on entend le monde du travail, mais ça va être très loin parce qu'on en parlait hors caméra. Vous dites qu'il y a aussi des castes, de l'éducation. Comment on en vient à ça? Alors c'est un vaste sujet. On a le temps. On a 3 heures d'émission. Je vous ai dit que je ne tiendrais pas 3 heures. C'est pour ça que je fais Même pas 2 heures. C'est un vaste sujet et c'est tout l'objet de mon livre que j'ai écrit comme un roman pour que ça se lise bien et que ça impacte émotionnellement très rapidement en fait les gens comme quand ils le lisent. Beaucoup vont se reconnaître d'ailleurs. Alors j'ai beaucoup de messages et beaucoup de personnes effectivement me disent je me suis totalement reconnu, j'ai vécu la même chose, ou alors merci de rendre la dignité à nous tous qui avons vécu des choses semblables, mais qui n'avons pas pu en parler et qui n'avons pas pu nous défendre. Parce qu'il y a aussi comment se défendre. Alors, je voulais rappeler, le burn-out, c'est 500 000 personnes par an. Donc c'est gravissime, c'est vraiment un scandale sanitaire dans notre pays. C'est un scandale. Scandale sanitaire, c'est très fort comme propos. Ah oui, c'est un scandale sanitaire parce que le burn-out, ça efface en fait la personne de la société. Ça la fait disparaître. Ça l'efface socialement, professionnellement. Ça lui fait perdre aussi des amis. Ça peut lui faire perdre son contexte familial parce que c'est tellement dur à vivre. Et puis tout le monde
parmi les conjoints ne comprennent pas ce qui se passe. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une femme extraordinaire qui m'a sauvé parce qu'elle a parfaitement compris. Il y a des conjoints qui ne sont pas réceptifs à ce que le mari ou la femme peut dire. Ben oui, parce que c'est... Comment dire, on ne voit pas à l'extérieur ce que la personne vit. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, j'ai des amis, et j'en ai plusieurs, qui m'ont dit, mais secoue-toi, mais bouge un peu, va courir dehors. Donc on vous culpabilise encore plus de... Et on culpabilise. Voilà, donc c'est quelque chose qui est effectivement très dur à vivre. Alors, au niveau du travail, n'en parlons pas. Alors, qu'est-ce qui se fait que, ça c'est mon analyse, hein, qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à un tel niveau de catastrophe, de scandale sanitaire? C'est que, alors, déjà, je voudrais dire, c'est en France que c'est le pire. Ça, c'est vraiment un problème français, le burn-out? Alors, c'est pas un problème français, mais en France, c'est en France que les conditions psychosociales dans le travail sont les plus mauvaises. 60% des salariés en France disent qu'ils sont stressés par leur manager. Donc à partir de là, on peut effectivement imaginer qu'il y a beaucoup de salariés derrière qui vivent le calvaire. Et on est un des pays les plus productifs en temps d'heures travaillées. Et on est un pays... En tant que de travail produit par heure travaillée. Donc, c'est pas du tout comme ça dans les pays nordiques, par exemple. Il n'y a pas du tout ce même rapport à la violence dans le travail. Aujourd'hui, c'est presque devenu normal, en fait, cette violence dans le travail. C'est tout le monde connaît quelqu'un ou tout le monde a vécu, ou quasiment tout le monde a vécu, de la violence ou vit de la violence dans le travail. Tout le monde connaît quelqu'un qui a fait un burn-out. Donc c'est quelque chose qui, aujourd'hui, fait partie en France, on va dire, de la société. C'est quelque chose, on va dire, de presque normal. Voilà. Mon analyse, c'est la suivante, c'est que on est dans une société qui a laissé les portes ouvertes à la perversité. Et dans un monde du travail qui devient de plus en plus difficile, soumis à des injonctions financières, de production, etc., les profils qui, naturellement, émergeront comme les plus adaptés, en fait, à ce monde-là, sont les profils pervers. Voilà. Je ne dis pas qu'il y a un plan pour mettre les pervers au pouvoir. Mais ils s'en sortent mieux. Ils s'en sortent beaucoup mieux. Ils s'en sortent beaucoup mieux. Et puis, en cas de conflit, ils sont tellement plus violents que n'importe qui finissent par avoir gain de cause. Donc, ils émergent. Ce sont ces profils-là qui émergent. Les profils qui vont être pervers manipulateurs, vous voyez, qui vont à la fois donner une impression de sympathie, des gens souriants, tout en étant extrêmement violents. Moi, je montre dans le livre comment ce Ursi peut à la fois donner l'impression d'être un individu sympathique à toute une catégorie de salariés, et derrière employer des méthodes. Et je décris à un moment donné dans le livre ce qu'il me fait subir. C'est un procès de Moscou, je me retrouve face au KGB, en fait. Et ça dans le monde du travail, avec faux, usage de faux, écriture de faux, malversation de témoignages, enfin, j'ai jusqu'à obtenir auprès d'un psychiatre véreux un faux certificat médical, enfin, pour montrer que finalement, non, je mens sur tout et que mon burn-out, c'est complètement une illusion. Et donc, vous trouvez des psychiatres aujourd'hui en France qui, sans avoir jamais vu la personne, sans l'avoir jamais entendu, c'est mon cas, moi j'avais aucun rapport avec ce psychiatre, a pu faire un certificat mentionnant que j'étais en pleine forme et que non, je n'avais aucun problème de burn-out. Donc, cette perversité, ce que je veux dire, c'est qu'elle crée un écosystème pervers. Et elle crée un univers pervers qui va bien au-delà des quelques pervers qui, eux, sont fondamentalement pervers et qui peuvent être au pouvoir. Il crée autour d'eux un rayonnement et un système pervers. Ce qu'on a vu chez France Télécom.
Le système était devenu pervers. Avec Thierry Breton à l'époque. Voilà. Le système était devenu pervers. Et dedans, les salariés se sont retrouvés broyés par un système devenu pervers. Donc, on a les deux situations. Vous avez le pervers qui, directement sur une personne, va la broyer par manipulation, par harcèlement, en créant en elle un stress de plus en plus puissant. Et puis, vous avez les quelques individus pervers qui vont créer un système pervers qui va broyer des individus par des procédures, par du non-sens, par de l'absurde. Voilà. Le pervers va fonctionner pour broyer un individu, il va fonctionner par le mensonge, la manipulation, l'absurde, par les injonctions contradictoires, paradoxales. Et c'est ce que je décris en fait dans le livre pour montrer comment un individu comme ça fonctionne et comment... Parce qu'on peut se dire, oui, mais on peut résister à ça. Sauf que l'esprit, quand vous êtes dans le travail, vous êtes soumis finalement à votre employeur. Le monde professionnel, c'est une enclave dans la République. C'est pas un endroit où on dispose des mêmes droits. On dispose pas des mêmes droits à l'intérieur du travail et à l'extérieur du travail. On n'a pas la liberté d'expression dans le travail. On n'a pas la liberté de mouvement. On est contraint par une relation. Alors on appelle ça collaborateur. Ça c'est la novlangue d'aujourd'hui. Mais le collaborateur, il est soumis par un contrat de travail qui lui impose tout un tas de choses. Alors, bien sûr, dans le monde du travail, on est obligé aussi d'avoir ce genre de relations contractuelles, parce qu'il y a du droit autour de ça, mais reste que c'est un fait que c'est une enclave dans la République. Et donc, cette absence de liberté d'expression fait que le pervers va pouvoir s'en servir en soumettant l'autre, qui va petit à petit, en fait, s'effondrer sous les coups réguliers en fait du pervers. Et c'est ça le harcèlement qui fait qu'à un moment donné, l'esprit craque. Voilà. Mais ce que j'explique, c'est que donc ces pervers arrivent naturellement au pouvoir parce que cet univers leur permet aisément. Ils sont comme des poissons dans l'eau en fait dans des univers comme ça. Donc ils émergent. Mais aussi, et ça c'est un volet important que vous avez mentionné dans votre question, on a en France un système éducatif particulier qui fait que, moi je peux en parler parce que je viens du monde des grandes écoles, hein, j'ai fait Centrale Supélec, donc j'ai vu comment on était sélectionné, comment on était ensuite recruté, etc. La sélection est extrêmement violente. La sélection est violente. Ah oui, la sélection est violente parce que vous faites maths sup, maths spé, c'est très violent. Le sentiment de compétition et d'être sélectionné. C'est l'ultra-compétition, c'est l'ultra-rivalité. Donc, il faut que l'on ait ça dans le sang. Il faut vraiment que l'on vive la compétition et la rivalité comme étant le vrai sens de la vie, ou le vrai sens de comment j'opérerais dans le travail. Quelqu'un qui n'a pas cet esprit de compétition ne pourrait pas finalement survivre dans ses études. Sauf s'il est génial. Absolument génial. Sauf et qu'il réussit tout facilement. Et qu'il réussit tout très, 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 très facilement. Sinon, il y a effectivement, on est noté au quart de point dans les listes d'admission aux grandes et très grandes écoles. On est au quart de point, vous voyez. Donc on va dire que là, vous qui visiblement n'avez pas vous parlez du temps des pervers. Là j'ai un chapitre, je lirai tout à l'heure un passage où vous parlez des opportunistes aussi. Finalement, vous ne vous inscriviez pas dans cette... On a le sentiment que vous n'étiez pas ni pervers ni opportuniste dans ce que vous racontez dans le livre. Enfin, c'est peut-être pas vous, Coulange, peut-être que vous racontez une histoire. Mais c'est finalement, c'est un premier pas dans lequel c'est une première violence que vous avez subie très, très jeune. Oui, dès le lycée et les premières études. C'est une violence que l'on subit. Après, on peut ne pas en être conscient. Moi, j'en étais pas conscient. J'ai pris conscience de tout ça
après. En Oui, fait. mais vous avez suivi quand même. J'ai suivi la ligne, effectivement. Vous avez tout un tas d'étudiants qui craquent littéralement, qui commencent à faire des burn-out aujourd'hui, de plus en plus tôt. dès les études. Donc, c'est quand même très grave. Quand on est, moi je connais des jeunes qui, pendant leurs études, ont fait des burn-out, des études soit de médecine, soit en études en maths sup, maths spé ou Cagne, etc. Donc il y a un problème. On a un problème fondamental. On ne peut pas griller en fait des cerveaux pendant leur durée de formation. C'est complètement paradoxal. Et en France, on a cette ultra sélection. Et le fait que l'on impose dans les esprits que plus je monterai haut dans la sélection, plus j'aurai un métier intéressant. Donc ça motive à la rivalité et à l'ultra-compétition. Voilà. Et en permanence, on associe à la fois dans le monde du travail, mais aussi pendant les études, et ces études très sélectives, le sport de compétition et les études. On en fait deux choses très semblables. C'est-à-dire pour montrer que la voie qu'il faut suivre, c'est l'ultra-compétition. C'est la voie, en fait, de la réussite. La réussite, c'est l'ultra-compétition. C'est presque les valeurs de la République aujourd'hui. C'est devenu des valeurs fortes, effectivement. Des valeurs de réussite. Alors, on appelle ça la méritocratie. La méritocratie, dans ce sens-là, a été pervertie. Voilà. Donc la perversion, elle commence vraiment dès l'éducation. Oui, elle commence très tôt. Là, justement, j'aimerais lire ce passage parce que je l'ai trouvé qu'il était fort. C'est un des derniers paragraphes de votre livre. C'est le temps des opportunités pour les pervers et les cyniques. Ils sont les meilleurs pour porter ces exigences. Les meilleurs, car l'empathie leur est étrangère. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les meilleurs, car ils y trouveront de la jouissance. Là, c'est plus grave. Là, c'est vraiment de la perversion. C'est la perversion pure, oui. Rapidement, ils sont repérés et sélectionnés pour entrer dans des sphères de pouvoir. Là, ils se font les relais des objectifs imposés et les garants de leurs atteintes. Dans ce schéma moderne dont les impacts dépassent la seule sphère de l'univers professionnel, les salariés et plus généralement les citoyens ont le devoir d'être plastiques et de perdre toute colonne vertébrale. C'est extrêmement fort. Ah oui, mais c'est extrêmement fort. Ça veut dire soit effectivement vous vous soumettez à cette vous vous soumettez à cette perversion qui est en devenir, rentrer dans cette perversion, soit vous la refusez, et si vous êtes soumis à un moment donné à un pervers qui vous harcèle, vous risquez de craquer. Vous avez un grand risque de rupture, effectivement. Et ce que j'explique dans mon livre aussi, c'est une observation que j'ai faite. Quand on regarde les politiques, nos politiques professionnelles, on en a combien qui ont fait des burn-out ? Moi, je dirais zéro. Zéro, parce que... ça dépend, parce qu'il y en a quand on parle des personnalités publiques, mais il y en a qui sont un peu moins connus et qui subissent tout autant de pression. Mais c'est un autre sujet. Alors, je parle des politiques professionnelles qui sont là depuis des décennies. C'est-à-dire vraiment les crocodiles qui ont su tuer... Les dinosaures. Voilà, qui ont su tuer tous ceux qui étaient autour d'eux et qui auraient pu, à un moment donné, leur faire un peu d'ombre. Ceux-là, ils ont passé tout. Et pourtant... C'est-à-dire, ils ont passé tout. Eh ben, ils ont passé toutes les épreuves. Oui, ils ont passé tellement d'épreuves. Ils sont tellement, comment dire, ils incarnent tellement la perversion du système que ils risquent rien. Ils risquent pas le burn-out. Ces gens-là, et pourtant, ils sont dans des univers pétris de violence, pétris de pression, pétris d'injonctions contradictoires à résoudre, parce que le monde est hyper complexe. Et pourtant, ils passent. Ils passent, et on les voit avec le sourire. Eh bien, moi, je fais le constat que ces individus-là, eh bien, il leur arrive rien en termes de burn-out. Donc, je fais la déduction que ce sont des grands pervers.
Voilà, je fais ce rapport très, très clair, vous voyez. On ne peut pas vivre à ce niveau-là, avec tant de pression, tant de brutalité, sans avoir de la perversion en soi. Encore plus exacerbé, parce que là, ce sont des personnages qui sont devant la caméra, sur les réseaux sociaux, soumis, exposés aux commentaires. Dans la violence permanente. Donc finalement, ils n'ont en eux... on en voit même un qui semble prendre plaisir à la tête de l'État, à toute cette violence. Vous voyez ? On nous dit que non, dans la communication, Brigitte, sa femme, dit toujours non, il souffre, les gilets jaunes, ça l'a meurtri. C'est un homme tendre. Mais on voit bien, il y a Jean-Dominique Michel qui a montré que quand Macron fait des annonces qui sont brutales, il a montré qu'il y avait des micro-expressions chez Macron qui montrent qu'il a du plaisir. Voilà, c'est ça la perversion. C'est pour ça que je parle de jouissance. Il y a notamment le passage télévisé, je crois, sur le Média. Non, c'est Mediapart qui fait une interview et puis il lui demande est-ce que vous êtes pervers ou quelque chose comme ça. Et puis, je le saurais si j'étais pervers. Et puis il s'arrête pendant 10 secondes ou 5 secondes et puis fait un sourire très flippant pour un président de la République. C'est pour ça que je me suis permis de rigoler en disant que ce qu'on entend sur sa souffrance, pour moi, c'est très probablement de la communication politique, comme ils savent très bien faire. C'est de la communication, même de la mauvaise communication. Alors, on va peut-être faire 2 entretiens, parce qu'on a déjà fait 30 minutes là. On va pas faire 2 heures d'entretien, mais j'aimerais vraiment qu'on puisse parler des hauts fonctionnaires. On va le mettre dans une 2e émission pour finir peut-être sur ce sujet du burn-out qui est passionnant. Est-ce que vous avez parlé de la productivité des Français qui sont le plus soumis au burn-out? Est-ce que depuis les 35 heures, voilà, les 35 heures qui ont été imposées, je crois en 98 ou 99. Moi, je suis né en 93, j'ai pas connu le monde comme ça, mais quand je m'intéresse à la sociologie, à l'histoire, notamment sur cette période qui précède, et les travailleurs disent tous « Ah non, on travaillait beaucoup moins avant les 35 heures », puisqu'on sait que les managers ont passé la seconde et se sont dit « Il faut qu'on garde notre rentabilité pour nos entreprises », et il y a eu des plans chez les managers pour comment est-ce qu'on peut faire travailler les gens autant en moins de temps. Qu'est-ce que vous pensez des 35 heures dans le sujet que vous soulevez là? J'imagine que vous aviez commencé à travailler quand ce n'était pas encore les 35 heures. Comment, voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Quel est votre regard sur cette évolution? Je ne m'étais pas posé cette question-là. J'ai l'impression qu'on parlait moins du burn-out avant les années 2000. Oui, mais je ne fais pas forcément un lien entre les deux. N'en parlez pas dans le livre, moi c'est une question. Non, effectivement. Moi, je fais la progression du burn-out, elle est plus, à mon sens, liée au fait que la société n'apporte plus de sens. Elle n'est plus capable d'apporter du sens, de moins en moins, voire plus du tout. Et que les gens sont, de fait, en attente dans le travail de sens, de plus en plus. Et d'ailleurs, c'est ce que beaucoup d'entreprises, les grandes entreprises, présentent comme étant vous allez vous réaliser, vous allez vous épanouir, etc. Donc, il y a une sorte de présentation du travail qui est complètement idyllique, comme quoi le travail va pourvoir à un épanouissement intérieur de la personne. Donc, il y a une attente chez les salariés qui est très forte en ce sens-là. Et en même temps, il y a des injonctions financières qui sont de plus en plus fortes depuis les années 90, par exemple. Donc, c'est plutôt ça que je vois, qui font que les décisions dans les entreprises sont de plus en plus brutales, de plus en plus violentes, de plus en plus exigeantes, que le temps est de plus en plus ramassé pour faire autant d'actions. Alors, les 35 heures ont dû effectivement créer une exagérer un peu. Mais il y avait déjà ces injonctions financières dans les années 90. Donc les injonctions financières sont croissantes en fait depuis quelques décennies. Moins dans les années 80, 70, on sait qu'il n'y avait même pas la notion de dette avant 73, bien sûr, je crois. C'était bien moindre. Il y avait plus... Auparavant, il y avait plus un intérêt pour le travail bien fait. Aujourd'hui,
T'as l'impression que tu ne vas jamais accomplir les objectifs de la boîte. C'est toujours plus, même là, ça le peut être gouvernement ça, dit... mais même se dire, mais pourquoi je travaille? Parce que la communication est fausse. Cette communication d'entreprise d'aujourd'hui, c'est de la propagande. Donc, quand on arrive à être lucide par rapport à tout ça, il se crée vraiment on se dit, mais je suis dans un désert de sens. Pourquoi je fais ce boulot? Est-ce que je fais ce boulot uniquement pour alimenter la carrière du boss? Vous voyez, et c'est ça qui détruit à petit feu, en fait, les gens, et qui fait que il y a une souffrance, un mal-être au travail permanent. D'ailleurs, plus une entreprise parle de bien-être, vous savez, c'est comme la culture, hein. Plus une entreprise parle de bien-être, moins elle la pratique. Plus on parle de culture, moins on en a. Donc c'est toujours pareil. Et aujourd'hui, vous avez toutes les grandes entreprises qui vous parlent de bien-être parce qu'elles ont acheté un baby-foot dans la salle commune ou parce qu'il y a une cuisine commune, etc. Et Ursi Le Harceleur, lui, avait été un label RSE formidable et il avait monté, qu'est-ce qu'il avait monté de bien-être? Il avait un petit, pas local, mais il avait tout un organisme de bien-être. Oui, alors ce qui est phénoménal aussi, c'est que il organisait des petits concours, mais complètement débiles. Le concours de la plus belle moustache, le concours... vous voyez, ça donne l'impression d'être en proximité, d'être à l'écoute, d'être empathique avec les gens. C'était des fêtes de travail, Oui, c'est ça, c'est des petites fêtes de travail, mais qui n'ont aucun sens. C'est pas ça que les salariés attendent. C'est de pouvoir s'investir sur un projet collectif, commun, et de se dire... Ce que je fais chaque jour apporte au collectif. La majeure partie des gens, la très grande majorité des gens ne sont pas pervers, ne sont pas individualistes. Ils vont se dire, mais moi, si je viens travailler, c'est pour aussi apporter quelque chose au collectif. Je veux dire, j'ai été utile. Le pervers va pas raisonner comme ça, lui. Pas du tout. Il renverse tout. Par contre, il sait que les salariés pensent comme ça. Donc, il va les utiliser dans ce sens-là, et c'est pour ça qu'Ursi jouait à ce genre de petites fêtes ridicules, voulant donner l'impression qu'il était proche de chacun. Mais cet individu qui m'a causé, un burn-out extrêmement violent, et je raconte la perversité avec laquelle il a construit ça, c'est méticuleux, hein, c'est absolument impressionnant de voir comment il a organisé ça. Eh bien, il est, au sens de la FNOR, manager exemplaire. Voilà. Et c'est là qu'on voit que le système au complet est devenu pervers et finalement soutient le fonctionnement pervers. Voilà. Et c'est là que ça devient très grave. Pour finir cette première partie sur qu'on a beaucoup parlé du burn-out fièrement, mais c'est bien parce qu'il y a énormément de gens qui le vivent. J'aimerais quel mot vous diriez à quelqu'un qui là peut-être est en situation de pré-burn-out tout proche, et notamment moi j'ai relevé une chose qui m'a choqué, que je ne connaissais pas, et nous on fait une émission ici avec des avocats sur comment se protéger le travailleur, le citoyen contre les grandes institutions, parfois l'entreprise. Et il y a un moment donné vous dites, et je crois que ça vous est arrivé, vous le racontez dans le livre, c'est il faut parler du burn-out et du harcèlement au niveau juridique avant le licenciement, et ne pas attendre. Il y en a qui le demandent, qui vont faire les démarches trop tard, après le licenciement ou après avoir démissionné. Et là, juridiquement, c'est mort. Alors, c'est pas juridiquement, c'est moi, j'ai fait une démarche auprès de l'inspection du travail après le licenciement, en fait, que j'ai subi. Et là, l'inspection du travail m'a répondu, je ne peux plus rien faire. C'est pendant le contrat de travail du salarié. Donc, effectivement, il faut en parler avant et pas après. Après, il n'y a plus de recours auprès de l'inspection du travail. Il peut y avoir des recours pour faire reconnaître en maladie professionnelle ou au prud'homme. Mais par rapport à l'inspection du travail, pour générer une alerte, c'est surtout avant d'être éjecté de l'entreprise. Merci Paul-Antoine Martin pour cette première partie. On rappelle Le Temps des pervers aux éditions Max Milo, n'hésitez pas à aller vous le procurer. Et le tout dernier Nexus doit être disponible chez vous en kiosque, ou sinon vous pouvez le commander sur nexus.fr. Plus vous êtes d'abonnés, plus on peut faire de tirages. Donc n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous économisez aussi de l'argent. Profitable à tout le monde. Et prenez soin de vous, si vous êtes en état de souffrance au travail, n'hésitez pas à aller faire les démarches.
N'écoutez pas les gens qui vous culpabilisent. Il faut écouter son corps en premier lieu, même si ça paraît bête à dire. C'est une des plus grandes vérités. À très bientôt sur Nexus. Merci de nous avoir écoutés.